C'est un nom bien connu de tous ceux qui, comme nous, suivent avec passion les évolutions de l'industrie horlogère. Géant suisse et grand pourvoyeur de compulsions horlogères irrépressibles ou CHI pour de nombreux amateurs, Hamilton est une marque aussi riche d'histoire que de modèles. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter son Horlostory. Ce n'est pas un hasard si bon nombre de passionnés ont déjà eu une Hamilton dans leur collection, voire même en tant que première vraie montre. Le simple fait que je lève mon bras n'est pas le fruit du hasard, c'est simplement l'effet d'une cause qui elle-même répond à un effet dont la cause se rattache à une chaîne infinie de causes et d'effets et pas de place pour le hasard. Les gammes si diverses et denses de la marque offrent un des catalogues les plus complets du marché dans tous les styles et formats, que ce soit pour hommes ou bien pour femmes. Qualité, accessibilité et style à toute épreuve donnent le ton et résument les principaux attraits de la marque historique. Pourtant, le chemin fut long et loin d'être tranquille pour Hamilton, qui n'est d'ailleurs pas si suisse que ça comme nous allons le voir. Si aujourd'hui sa réputation n'est plus à faire, son héritage reste sa plus grosse source d'inspiration pour notre plus grande joie. Et pour mieux la comprendre, nous vous proposons de passer les 15 prochaines minutes ensemble. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Une fois n'est pas coutume, les prémices d'Hamilton démarrent par la fermeture d'une usine. Cela se passe en 1891 dans l'état américain de Pennsylvanie, plus précisément à Lancaster. Un des plus gros employeurs de la ville, la Keystone Standard Watch Company, fondée par Adam Britner en 1886, dépose le bilan suite à une histoire de mauvaise gestion. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et certains investisseurs locaux voient en cette faillite une affaire. Ils vont donc racheter les locaux avec une idée derrière la tête. Propriétaire d'une autre manufacture malmenée, la Hora Watch Company située à Détroit, ce collectif de Lancaster décide de fusionner les deux entreprises en 1892 et la renommer Hamilton du nom du fondateur originel de l'usine de Pennsylvanie, Andrew Hamilton. Une fois les équipements de l'usine Aurora transférés de Détroit à Lancaster, l'entreprise opte pour une solution de développement habile et se tourne vers le secteur porteur du moment, le chemin de fer. À la fin du 19e siècle, le transport est un enjeu majeur dans un pays aussi grand que les États-Unis, car le chemin de fer reste le meilleur moyen de voyager entre les différents États le plus vite et le plus sereinement possible. Mais comme vous vous en doutez, cela implique l'importance d'un timing parfaitement maîtrisé. C'est Henry Kane, ancien directeur de la manufacture Aurora, qui est aux commandes des nouveaux projets et qui lancera les deux premiers succès de la marque. En 1893 sort la Hamilton Grade 936, une montre de poche de 44 mm de diamètre à la réserve de marche de 42 heures, suivie de près par la Grade 940 et la 960 en plus petit diamètre. La version la plus aboutie reste la Grade 992, sortie en 1903, qui voit plusieurs améliorations comme sur l'échappement et le balancier. Elle s'écoulera en plus d'1 million de ventes sur ces deux variations, 992 et la 992B, jusqu'à son arrêt en 1969, ce qui en fera la montre préférée du chemin de fer américain. Fier de tous ses succès, Henry Kane voit Hamilton contrôler jusqu'à 56% du marché des montres de chemin de fer, contribuant à l'amélioration de la circulation, à la réduction du nombre de problèmes et d'accidents, et surtout à l'expansion colossale de l'entreprise sur le sol américain. Mais comme vous le savez, en horlogerie la complication n'est jamais loin et les plans de Henry Kane pour la conquête du chemin de fer ne vont pas se passer comme prévu. Et pour dire un événement notable du siècle dernier pointe le bout de son nez, la Première Guerre mondiale. Source d'opportunités comme une autre, la guerre et les besoins qu'elle engendre ont permis à Hamilton de développer un produit relativement nouveau à l'époque, la montre bracelet. Beaucoup plus pratique que la montre de poche, surtout dans les tranchées, la montre Hamilton devient celle du poignet. Les années folles marquent l'essor de ce type de pièces pas si répandues à l'époque et les premières montres bracelets Hamilton pour hommes font leur apparition en catalogue en 1919 pour s'envoler dans les années 20 avec les grades 987 et 979. Les designs obéissent aux modes de l'époque et comme on a pu le voir chez Cartier ou Jaeger-LeCoultre, c'est l'art déco qui l'emporte. Les modèles en métaux précieux se succèdent, Hamilton Linwood, Rutledge, Dixon, Flintridge. Parallèlement, cette période d'insouciance pousse une fois de plus les hommes à s'occuper de manière dangereuse au motif de progrès technologiques. Et l'on retrouve en 1927 des montres de la marque au poignet de pilotes effectuant les premiers vols Californie-Hawaï, mais aussi sur l'amiral Byrd pour son premier trajet vers le pôle Nord qui y retournera un peu plus tard, mais à pied cette fois-ci et accompagné de 60 gaillards, tous en Hamilton Grade 992.
Le succès étant quasi continu, Hamilton rachète la Illinois Watch Company à la fin des années 20 afin de satisfaire la demande croissante et voit sa production être adoptée par les plus grosses compagnies aériennes de l'époque comme la TWA ou la Northwest. On arrive maintenant en 1929 et je sens que vous allez me dire aïe aïe aïe, le krach de 1929, la plus grande crise économique du XXe siècle, ça va faire mal. Mais en réalité, Hamilton n'en entend presque pas parler. Face aux premières chutes de vente, la marque opte pour une nouvelle stratégie osée qui est l'abandon des métaux précieux dans la construction des boîtiers au profit de l'acier et du plaqué or, ce qui va réduire drastiquement les coûts de production et par conséquent le prix de vente. Le succès se poursuit dans les années 30 jusqu'à ce qu'une nouvelle demande peu ordinaire arrive aux oreilles de la marque, un appel d'offres du ministère de la Défense américaine. Anticipant avec pas mal de justesse finalement les risques de conflit en Europe, l'armée américaine décide de se doter des instruments de mesure les plus fiables possibles. Pour ça, deux concurrents doivent se départager, Hamilton et Elgin, et seul Hamilton atteint les mesures demandées. Résultat, une première commande de chronomètres de marine basée sur des modèles Ulysse Nardin. Hamilton produira jusqu'en 1945 près de 11 000 modèles 21 et 22 pour la marine. Une belle anecdote à ce sujet, la fiabilité des chronomètres de marine Hamilton est telle qu'ils seront utilisés jusqu'en 1988 par quelques rares navires de la marine des États-Unis en cas de panne des systèmes radio. C'est l'émergence des systèmes GPS qui aura raison des derniers exemplaires. En 1942, Hamilton arrête temporairement la production de montres civiles pour se concentrer sur la production militaire. Montres de pilote, instruments de marine, montres pour l'armée de terre, chronographe, Hamilton touche à tout et ainsi la marque va sans le savoir créer ce qui fera son incroyable succès actuel. A noter que plus d'1 million de montres seront délivrées pendant la durée du conflit. Mais après la victoire alliée en 1945, il faudra quelques temps à Hamilton pour retrouver le succès de sa production civile. Plus personne ne conteste l'aura de la marque, mais il lui manque encore un modèle iconique. Cette icône se révèle dans les années qui suivent au poignet du King en personne, aka Elvis Presley. Cette pièce, vous la connaissez tous, c'est la Hamilton Ventura et son boîtier si identifiable dessiné par Richard Arbib. Oups, une petite erreur s'est introduite au montage, c'est bien lui Richard Arbib. Sortie en 1957, elle innove aussi parce qu'elle embarque le premier mouvement électrique massivement produit, le calibre Hamilton Electric 500. Un an avant l'HIP, Hamilton passe donc à l'électrique. Cette montre reste encore aujourd'hui dans les incontournables de la marque, notamment grâce à sa présence dans de nombreux films, comme nous allons en reparler plus tard. Mais avant de passer à la suite, on pourra noter que quelques années plus tard, fin 1965, les équipes de Stanley Kubrick ont demandé à la marque de dessiner des modèles spécialement pour un chef-d'œuvre de l'histoire du 7e art, j'ai nommé 2001 l'Odyssée de l'espace. Hamilton assoit donc encore un peu plus sa notoriété, mais ne veut pas arrêter son développement aussi bon chemin, car au début des années 60, l'enseigne américaine vise un pays en pleine croissance, le Japon. Dans ce marché complexe, elle établit un partenariat avec la marque Ricoh et tente de s'implanter via ses calibres électriques. Avec une production de presque 1000 pièces par mois, le duo se donne les moyens de réussir mais se heurte à une faible demande et vous connaissez la suite, les stocks s'accumulent, les prix chutent, tout le monde y perd. Bref, face à cet échec, il faut couper le cordon et le partenariat est dissous en 1965 face à la supériorité d'une marque qui ne tardera pas à faire beaucoup plus de bruit dans l'industrie, Seiko. Mais ça, vous l'aurez peut-être deviné si vous avez vu notre Horloge Story sur la marque. Est-ce pour autant une raison pour ralentir? Que nenni. En 1966, l'entreprise rachète Buren, une marque suisse ayant déjà pignon sur rue en Europe, profitant de l'occasion pour partager les savoirs, ce qui peut se résumer à utiliser les mouvements de l'autre pour s'étendre sur son propre marché. Hamilton intègre notamment dans sa gamme intramatique de nouveaux calibres à micro-rotor Buren. 1969 est une année charnière pour la marque américaine. Tout d'abord parce que c'est elle qui développera le calibre 11, le premier mouvement chronographe automatique de l'histoire, en partenariat avec Buren donc, mais aussi Breitling, Heuer et Dubois des Pras. Ce mouvement marque les prémices de la lutte du marché traditionnel occidental contre un nouvel adversaire japonais. Car le calibre 11 se pose en concurrent direct du calibre 61-39 de chez Seiko. Bien que l'histoire fasse encore l'objet d'un débat sur l'éternelle question de qui a sorti son mouvement le premier, cette confrontation marqua le point de départ d'un grand affrontement industriel. Pour ma part, vous savez mon idée sur la question, d'où les guillemets visibles plus haut.
Mais pour le moment, tout cela n'inquiète pas les investisseurs qui décident de prendre une décision majeure. Transférer l'intégralité de la chaîne de production en Suisse. Exit donc l'usine de Lancaster, Pennsylvanie, et place aux montagnes helvètes. L'ensemble des moyens industriels se retrouve chez Buren et un an plus tard, nouveau coup d'éclat, Hamilton annonce la PSR. PSR, tout simplement pour la contraction de Pulsar, la première montre numérique du monde grâce à un affichage LED révolutionnaire et un design futuriste. Cette PSR fait grand bruit, même si son prix avoisine celui d'une petite voiture neuve, 2100 $ à l'époque, soit plus de 14 000 $ actuels, tout en affichant une autonomie réduite. Mais ça n'aura pas empêché James Bond d'en porter une. Le succès d'estime de la PSR ne sauve malheureusement pas Hamilton de la crise du quartz des années 70. Face à une petite baisse de régime, l'entreprise est rachetée en 1974 par la Société Suisse de l'Industrie Horlogère, ou SSIH, et Buren également. Il faut attendre les débuts des années 80 pour que la production Hamilton se relance un peu, mais composée en très grande partie de quartz. En 1984, Hamilton devient officiellement propriété du groupe Swatch après la fusion de la SSIH et du groupe ASUAG, ou Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG. Pour éviter les prononciations trop hasardeuses. Marque devenue presque perdue dans le paysage horloger, elle peut néanmoins se relancer avec un label Swiss Made et de nombreux modèles comme la Boulton, la Whiteshare ou encore la Ardmore, mais les premiers efforts marketing viennent à la fin des années 80. Campagne à grande échelle, publicité en print plus présente et événements divers, Hamilton renoue aussi avec son médium de communication préféré, le cinéma. C'est le renouveau du succès sur le grand écran dans les années 90 où vous avez sans doute aperçu une de leurs montres. Hamilton commença sa communication via le cinéma dès 1932 avec la Findwidge dans le film Shanghai Express au poignet de Marlène Dietrich et visiblement ça marche car il continue encore aujourd'hui. On a pu voir des montres de la marque très récemment au poignet de Matthew McConaughey dans Interstellar ou dans d'autres succès comme Seul sur Mars et Tenet. La marque est ultra présente sur les écrans et enchaîne les partenariats. Nouvelle étape, le jeu vidéo où Hamilton s'est illustré au poignet de Danny Roras, héros ou héroïne du dernier opus de la licence Far Cry 6. Aujourd'hui, forte d'un réseau de plus de 500 points de vente dans le monde, Hamilton est redevenu le géant commercial qu'il était. Toujours sous l'égide du groupe Swatch, l'enseigne prend soin de cultiver un patrimoine visible dans chacune de ses collections et continue d'enrichir une identité forte via des dizaines de modèles accessibles au plus grand nombre. Récemment, Hamilton a également développé ses propres mouvements, même si ça reste des bases de ETA qu'elle emboîtait auparavant, et donne naissance dans les années 2010 à sa ligne de calibre propre aux multiples fonctionnalités H10, H14, etc. De la montre militaire à l'adresse watch la plus habillée, chacun y trouve son compte, y compris les plus audacieux d'entre nous qui peuvent depuis peu retrouver la célèbre PSR revue et corrigée comme les modèles de Ventura les plus extrêmes. À ce jour, la gamme se présente autour de 7 collections principales. Première collection militaire de la marque, la collection Khaki Field est composée des Field Watch. Elles sont issues directement de la production dédiée aux soldats pendant la Seconde Guerre mondiale et embarquent aujourd'hui des modèles quartz et mécaniques dans un large éventail de diamètre de 38 à 50 mm. On les retrouve à partir de 500 € environ et c'est probablement la Field Watch la plus portée aujourd'hui, que ce soit pour son histoire ou son excellent rapport qualité-prix. La ligne la plus sportive chez Hamilton, la collection Khaki Navy, fournit les modèles dédiés à l'univers maritime. On y trouve évidemment des montres de plongée, mais également des modèles plus inspirés des fameux chronomètres de marine fabriqués par Hamilton dans les années 30. C'est cette collection qui comprend les modèles les plus extrêmes de la marque, comme la Frogman ou la récente Khaki Below Zero Titanium aperçue dans le film de Christopher Nolan dont nous avons parlé plus tôt. Khaki Aviation, comme son nom l'indique, nous sommes ici avec la troisième collection du trio Terre-Mer-Air. Ultra complète, Hamilton affiche ici son superbe passé de fournisseur d'outils pour pilotes avec un très large choix de montres. Issu de modèles historiques ou venant de créations plus modernes, vous y trouverez une montre pour chaque usage, qu'elle soit équipée de chronographe, d'une règle à calcul ou d'un fuseau horaire supplémentaire. Tous les amateurs s'y retrouvent et les vrais pilotes aussi. La collection Jazzmaster regroupe les modèles les plus modernes et contemporains de la marque, c'est également dans celle-ci que l'on retrouve le plus grand nombre de modèles disponibles, Maestro, Fineline, Openheart, Viewmatic, on y trouve les modèles récents les plus répandus de la marque. Combien d'entre nous ont déjà eu des vues sur la célèbre Hamilton Openheart ? Ventura, assez logique au final que la plus grande icône de la marque se retrouve désormais avec une ligne dédiée.
Au fil des années, elle a connu de nombreuses déclinaisons, mais pas d'inquiétude, au milieu de ses versions quartz, XXL, en chronographe ou même dans un dessin carrément futuriste, on retrouve toujours le modèle presque original, toujours disponible sur son bracelet flexible très rétro. Place maintenant aux légendes, car c'est dans la collection American Classic qu'elles se retrouvent toutes. PSR, Pan Europe, Ardmore, Boulton, les pièces historiques sont toutes ici armées de mouvements modernes. C'est le meilleur des deux mondes, vous y retrouverez également l'ensemble de la grande collection Intramatic qui malgré son âge reste encore dans les top ventes de la marque. L'importance du design une fois de plus. Et enfin, relativement en retrait dans l'offre Hamilton, la collection Broadway regroupe un petit nombre de modèles à la fois modernes et élégants. Leur particularité, une touche de couleur qui dynamise l'ensemble sous la forme d'une bande verticale sur le cadran, le tout sur un cadran offrant beaucoup de relief et de texture. Un petit twist toujours sympa pour égayer les longues journées de bureau qui pourrait plaire aussi aux amateurs de voitures. Dites-nous quelle est votre collection préférée en commentaire. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode, ça fait super plaisir. Si cet épisode vous a plu, un petit like pour aider l'algo à nous suggérer, c'est le meilleur des pourboires. Et vous pouvez cliquer sur une des 2 vidéos qui s'affichent pour continuer l'aventure. A bientôt les amis.